Le porc blanc de l'Ouest est une race bien sûr locale et justement pour revenir insister sur le gras et on voit l'épaisseur de gras entre la peau et le muscle et puis le gras, la couenne, eh bien c'est ce trop plein de gras qui a failli causer la disparition du porc blanc de l'Ouest puisque avec cette phobie du gras qui a envahit certaines pratiques culinaires, et bien là on voit mieux le gras intermusculaire et intramusculaire, pardon, effectivement, et bien la recherche agronomique a poussé, zootechnique a poussé à produire des porcs ayant le moins de gras possible et puis élevés donc de manière plutôt industrielle, alors que le porc blanc, il faisait du gras. Et pourquoi faisait-il du gras? Parce que c'est un animal qui a horreur de vivre enfermé, qui vit en plein air. D'où cette couche graisseuse, évidemment, vous l'avez compris, pour le protéger des variations climatiques. Et aujourd'hui, grâce à la ténacité d'un certain nombre d'éleveurs, dont Hugues Pelé, ici au Dreny, mais aussi la ferme de Sept Chemins qui en élève, eh bien, on peut déguster ce magnifique cochon porc blanc de l'Ouest. Voilà, donc Richard Cornet. Bientôt, alors vous êtes aujourd'hui restaurateur, mais bientôt vous allez être tenancier de restaurant à Nantes. Ça sera un restaurant qui s'appelle l'Aménité. L'Aménité, c'est ça. Alors pourquoi ce nom? Alors l'Aménité, c'est un vieux mot qui est plus très usité dans la langue française. Je crois que vous auriez dû faire comme moi, manger du miel. Et c'est le substantif de l'adjectif amène. Donc l'aménité dans le dictionnaire, c'est la douceur accompagnée de grâce et de politesse. Voilà. Donc, je vais vous demander, messieurs, dames, d'approcher, d'entrer dans l'amphithéâtre des saveurs, parce que en restant à l'intervalle entre le dedans et le dehors, ça fait barrière, ça peut empêcher les timides d'entrer. On a installé des sièges, donc n'hésitez pas à venir vous installer et à profiter du travail de nos amis charcutiers, restaurateurs, et surtout que grâce à l'image, vous verrez sur l'écran, dans le détail, le travail de Richard et de Pierre, son second. Alors le but du jeu, là, Richard, c'est quoi? Alors le but du jeu, là, c'est de cuisiner ce carré. Alors nous, on a choisi de le faire de façon très simple, pour que ce soit justement reproductible à la maison. Donc on l'a juste cuit au four. On l'a fait mariner d'abord pendant une bonne douzaine d'heures, dans un mélange un peu asiatique, à base de sauce soja, de sauce huître. La sauce huître, c'est une sauce coréenne qu'on trouve dans toutes les épiceries asiatiques. La sauce soja, vous en trouvez dans toutes les épiceries dites fines aujourd'hui. Exactement. La sauce soja, vous en trouvez partout, y compris dans les magasins bio. Il y a aussi du saké, donc un vin blanc doux en fait asiatique. Et avec ça, on a mis quelques épices japonaises. Voilà, un mélange qu'on appelle du kimchi qui est coréen, mais moi que je fais à partir d'épices japonaises, qui est principalement fait d'ail et de gingembre et d'épices très fortes. Ça pique énormément, mais l'idée c'est d'apporter un petit peu une sauce un petit peu relevée à ce cochon. Voilà. Alors une des contraintes, ou plus exactement des tolérances que nous avons octroyées aux cuisiniers, c'est compte tenu du délai que nous leur donnons pour exécuter la recette devant vous, 1 heure de temps, il est évident que pour certaines recettes, il fallait préparer le travail en amont. Vous avez vu le carré de côte crue. Maintenant, vous avez devant vous le carré de côte cuit. Comme vient de l'expliquer Richard, il a mariné au préalable. Ensuite, il a été cuit au four. Et c'est là que tout l'intérêt du gras qui a permis donc, de cuire de cette façon cette viande. Donc chez vous, vous allez voir quelqu'un comme Didier Damier et vous lui dites, voilà, je veux un carré de porc. Et il vous le préparera. Et vous pourrez le cuire chez vous tranquillement au four. On voit bien là, le gras intramusculaire, on voit la jutosité de la viande. On a une cuisson bien rosée, donc ça c'est un choix. Non, ça marche, non. Voilà, ça remarche. On a une cuisson bien rosée, ça c'est un choix qu'on a fait. C'est comme ça que moi je l'aime en tout cas. Pendant longtemps, on a fait cuire beaucoup le cochon, très fort.
Ça donnait des viandes assez sèches, pas toujours très intéressantes. Mais c'était pour des raisons d'hygiène alimentaire, ça se justifiait à une époque. Donc on a gardé un peu parfois cette culture, mais c'est absolument plus justifié aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de manger du cochon rosé, vous ne serez pas malade. Les bêtes sont suffisamment contrôlées pour s'en assurer. Donc il ne faut pas hésiter, ça vous donne un cochon qui est beaucoup plus tendre en bouche, c'est beaucoup plus agréable. Et vous avez un bien meilleur goût. Et sur un cochon comme ça, c'est vraiment dommage de le surcuire. Donc là, nous, comme je vous le disais, on a choisi une cuisson au four. Comme ça, vous pouvez faire la même chose à la maison. Vous avez votre marinade, vous mettez votre carré entier, ça c'est important. Souvent, on fait cuire les côtes une par une, même à la maison. N'hésitez pas à demander à votre boucher de vous garder le carré entier, même si vous le désossez un peu plus que ce qu'on a fait là, parce que vous n'avez pas une feuille à la maison pour couper les os, etc. Mais vous le gardez entier et vous le cuisez entier, de façon à avoir bien cette cuisson rosée. Si vous cuisez des tranches de cochon, forcément, il va surcuire et il va être sec. Oui, on peut demander à Didier ou à un autre boucher de pré-couper les côtes. Après, on peut ficeler le carré pour que ça reste bien compact, que les jus restent bien entre eux, et puis de le mettre au four. Exactement. Et ensuite, au four, on l'a mis, nous, à 120 degrés. Donc, cuisson pas forte du tout. C'est un peu comme... Voilà, c'est une viande, c'est pas du bœuf, quoi. Faut pas que ça soit saisi. Hein, le cochon, ça doit cuire doucement. Le gras, il doit fondre. Il doit venir nourrir la viande tranquillement. Donc, on l'a mis à 120 degrés, couvert. Moi, j'aime pas l'alu, donc je l'ai mis dans du papier cuisson, tout simplement. Bien enveloppé. Vous le mettez. Et moi, j'ai une sonde. On a la chance d'avoir des fours un petit peu évolué, mais sinon si vous avez une sonde à la maison, vous mettez dedans. Je l'ai cuit à 52 degrés à peu près, entre 50 et 55, et vous le laissez tirer, vous le sortez du four et vous le laissez tirer tranquillement, au moins 20 minutes, une demi-heure. Le sang va se répartir dans la viande, parce qu'à la cuisson, ça a toujours tendance à se contracter, et ça va renourrir la viande. Et là, vous avez un cochon qui est super. Alors, il faudrait le servir tout de suite. Moi, forcément, je l'ai cuit ce matin. Donc là, on va le reflasher légèrement au four. On va bien l'emballer pour pas qu'il surcuise. On va emballer toutes nos côtes. On va le mettre au four à 180, 5 minutes. Bien emballé pour pas que ça cuise, juste que ça soit tiède. Voilà. Messieurs, dames, n'hésitez pas à pénétrer à l'intérieur de l'amphithéâtre des saveurs. Il y a des gradins, c'est fait pour vous. Et surtout, merci de ne pas faire barrage à ceux qui voudraient venir nous rejoindre. Il faut qu'on reste convivial, que tout le monde puisse participer, que tout le monde puisse bénéficier des connaissances, des pratiques, de ce transfert de savoir, de savoir-faire entre les cuisiniers et vous-même. Alors on a beaucoup rappelé tout le week-end, alors vous n'étiez pas tous là, mais beaucoup d'autres chefs cuisiniers l'ont dit. Je crois que l'idée aujourd'hui, c'est de manger des meilleures viandes que ce qu'on a eu la malchance d'avoir par le passé. Donc, et quitte à en manger moins, parce que ces viandes, c'est vrai qu'elles sont souvent un petit peu plus chères que ce qu'on peut trouver dans l'industrie, on va dire, classique, l'industrie agroalimentaire classique. Donc on peut faire le choix de manger moins de viande, mais de meilleure qualité, afin de soutenir les éleveurs qui font ce travail, qui permet de sauvegarder des espèces qui allaient probablement disparaître si on n'avait rien fait, et de maintenir une certaine biodiversité. Si on ne veut pas tous manger des vaches qui ont toutes le même goût, qui sont des clones les unes des autres, il faut maintenir cette diversité. C'est un travail phénoménal, donc il faut soutenir ce travail-là. Et pour ça, je vous invite à vous rapprocher de vos bouchers, des magasins bio, d'un certain nombre d'acteurs qui revendent ces viandes-là, des producteurs eux-mêmes qui vendent parfois en direct sur les marchés ou à la ferme, et de consommer ces viandes-là, quitte à en manger qu'une fois, 2 fois par semaine. C'est largement suffisant, on n'a pas du tout besoin de manger de la viande tous les jours. Il y a de plus en plus d'études qui montrent même que c'est peut-être pas très bon pour la santé. Donc voilà. Pierre, on va venir au secours de la voix de Richard, qui sinon il va pas finir l'heure. Qu'êtes-vous en train de faire? Du coup, là, on est en train de préparer du chèvre frais. Donc, il vient juste, du chèvre frais de race Poitvine. On a assaisonné avec du poivre et c'est un jus de cuisson des physalis. Donc, on a fait réduire. C'est qu'on ça, a ici, exactement. Voilà, c'est. Elles sont toujours dans le jus de cuisson. Du coup, qu'on a fait confire avec un mélange de sucre, eau et miel. Et donc, on a fait réduire pour avoir entre un sirop et un caramel, on va dire. On voit bien qu'on a un beau sirop là. On en boirait. Et donc on va venir préparer une petite farce de chèvre pour farcir des figues rôties. D'accord. Voilà. Ça, sur le feu là-bas, on a du céleri. Céleri qu'on est en train de faire cuire dans du lait de chèvre aussi, d'à côté. Et pourquoi le choix du fromage de chèvre et du lait de chèvre plutôt que du lait de vache? Bon, alors, sur le travail
de farce. C'est vrai que le chèvre frais permet de travailler une farce assez fine qui va être pratique pour pouvoir garnir. Et puis c'est un fromage qui a une petite acidité qui s'adapte très bien avec la figue aussi, quoi. Et cuire dans le lait, en fait, on a le fait de pouvoir garder en fait le céleri bien blanc et d'avoir une purée bien blanche. Voilà, parce que le lait de chèvre, hein, cette particularité, et les fromages de chèvre, c'est pour ça, c'est que la chèvre, contrairement à la vache, ne fixe pas le bêta-carotène des herbes et de la flore prairiale et du foin qu'elle mange. Donc c'est pour ça que son lait et son fromage sont blancs. On le voit bien, donc là, hop. Donc là, ça nous permet de garder quelque chose de blanc. Alors, moi, je ne l'ai jamais fait au lait de chèvre. Cette purée-là, je la fais toujours au lait de vache. Mais là, on avait du bon lait de chèvre de la traite d'hier soir. Donc, plus frais, c'est compliqué. Donc, on a un lait magnifique. Donc, on avait envie de goûter, voir ce que ça allait donner, justement, aussi au lait de chèvre. Et comme on avait le chèvre dans les figues, on s'est dit que ça faisait un petit rappel, une espèce de trame conductrice. C'est un peu comme en peinture, la cuisine. Quand vous faites de la peinture, c'est bien de rappeler, quand vous regardez des tableaux, si vous regardez un peu plus attentivement, vous verrez que dans les carnations des pots, il y a toujours la couleur du fond. C'est un principe de base. Et puis pour celles et ceux qui sont intolérants au lait de vache, eh bien, le lait de chèvre est une belle alternative. Exactement. Donc du coup, dans la cuisine, moi j'essaye toujours de retrouver ces trames. C'est-à-dire si j'ai du chèvre quelque part, je vais essayer de le remettre ailleurs, de façon à ce que les ingrédients ne soient pas posés les uns à côté des autres, mais qu'on retrouve ces petits goûts, parfois de façon inconsciente, mais un peu partout dans le plat. Voilà. Donc là, on laisse tranquillement les... Là, on laisse cuire tranquillement. Je vais mettre un petit peu de poivre de chez Rollinger. Donc là, j'ai choisi un poivre qui est mélangé avec du chocolat. Un petit peu de gruau de cacao. Ça va apporter un petit peu de rondeur, je pense, à ma purée. Avec du cacao ou pas avec du chocolat? Non, du cacao. Pardon, soyons précis. Soyons précis. Engueuler. Tu as assaisonné... Tu as salé? Non. Bon, là, un peu de gros sel, c'est pas nécessaire de mettre de la fleur de sel dans... Ah non, surtout pas. La fleur de sel, on va plutôt la... bouillon, hein, ça serait gâché. Exactement, on la garde vraiment pour l'assaisonnement de dernière minute. Nous, en plus, on va pas trop assaisonner parce que vous verrez, on a fait un petit jus que je vais mettre en réchauffe avec la marinade du cochon et donc le gras qui a coulé à l'intérieur, même si on l'a dégraissé. On a aussi récolté... alors, l'idée, encore une fois, c'est de faire de la cuisine que vous pouvez faire à la maison. Donc là, on a gardé notre marinade. Hier, on a fait un pot-au-feu. On avait du jus de pot-au-feu. Le jus de pot-au-feu, je l'ai mis dans ma sauce. Tout à l'heure, il y a un chef qui est passé. On lui avait fait un jus d'agneau pour sa viande. Il lui restait le jus d'agneau. J'ai mis le jus d'agneau dedans. Et comme ça, je vais faire une sauce. J'ai fait réduire. Avec ma marinade au soja, ça fait un petit bouillon qui est légèrement salé. C'est pour ça qu'à la fin, on ne salera pas trop notre viande. Et puis, comme on avait fait des physalis, pour essayer d'adoucir, on a pris le jus des physalis et on l'a mis dedans. Donc on utilise tout, on ne perd rien. Et voilà. Méfiance quand on utilise la sauce soja, justement au sel. Très très salé. Donc quand on réduit, ça prend une teneur en sel assez forte. Donc il faut contrebalancer avec des bouillons qui ne sont pas salés, éventuellement avec un peu de sucre pour apporter de la douceur, sinon c'est immangeable. Oui, il faut goûter pour le coup, pour ne pas se faire avoir. Goûter tout le temps et pas trop réduire, pas chercher à avoir quelque chose de sirupeux ou de caramélisé, sinon ça va être trop fort. Voilà, donc... et sur ta préparation, je vais lancer les figues. Donc la farce, ça y est, c'est prêt. Nous, on va vous faire aussi avec des petites aubergines. Ça, c'était pour avoir des petites teintes un peu violettes. Il y a des magnifiques aubergines d'Olivier. Donc, ils sont vraiment toutes petites. Donc ça, c'est très, très joli. Donc des aubergines qui viennent de chez Olivier Durand, qui est maraîcher aux Sorinières à côté de Nantes. Donc qui a un marché le samedi matin. Et chez qui vous pouvez trouver ces légumes. Il y a d'autres sources d'approvisionnement. On cite Olivier parce que c'est lui qui nous a présenté tous les légumes que nous avons derrière nous depuis avant-hier. Voilà, ça je vais juste les cuire. Alors moi je vais faire à la plancha parce qu'on n'a pas 50 000 feux. L'idée c'est juste... Les figues sont juste incisées sur le dessus. Pour pouvoir les garnir en fait avec le chèvre avant cuisson. Donc là mes aubergines... à la verticale. Exactement, entière, ouais. Même si là elles sont bien mûres déjà. Donc là, Richard utilise une plancha, mais ça pourrait être une poêle. Une poêle, c'est basique, parfait. Vous pouvez faire ça au four aussi, si vous n'avez plus de place. Vous mettez ça dans un bac gastro, côté pot, côté chair à l'intérieur, bien huilé.
Les figues, les aubergines, ça boit beaucoup. Je dis Les figues parce aubergines, que ça absorbe. Hein, ça boit beaucoup un papier d'huile. absorbant. Donc voilà, moi j'aime bien quand tu as pas mal d'huile, ça permet de les confire à la cuisson. Vous salez ça un petit peu. Là on va pareil pas trop les saler, on utilisera plutôt la sauce pour les saler. Et puis vous faites cuire ça, si vous faites ça au four, on a vu la taille, à mon avis 10 minutes, un quart d'heure, ça va être bien. Et si sur la plancha ça va être un peu plus rapide, c'est une cuisson un peu agressive la plancha, et puis le risque c'est que ce soit brûlé au contact de la plancha. Et des petites aubergines un peu rondelettes pour faire l'équilibre avec les figues. Exactement, on va retrouver un petit peu l'aspect de la figue, un peu plus allongé, mais on va avoir un jeu de couleurs qui va être joli dans l'assiette. On aura aussi des petites fleurs pour le dressage. Voilà, des choses, on a choisi des fleurs, on vous expliquera tout à l'heure, des choses qu'on trouve dans les jardins. Rien de compliqué, vous avez en général même pas à les planter. C'est des choses qu'on trouve absolument partout. Donc là, le céleri, ça y est, Faut que ça cuise. Il s'attendrit tranquillement. Ça va cuire une petite vingtaine de minutes, je pense. Donc voilà. Alors ici, c'est une poche qu'on trouve là aussi, une poche maintenant que l'on trouve facilement. Ouais, puis là on n'en avait pas, du coup on a emprunté une poche sous vide du boucher, mais ça peut être un sac plastique, enfin le but est juste de avec pouvoir... juste un coin, ouais, on coupe le coin du sac plastique, voilà, et puis hop. On se débrouille, on résout. Et on garnit les figues. C'est ça. Et Pierre garnit les figues. Là aussi c'est important, on peut faire facilement une poche à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des poches dans un magasin ou quoi que ce soit. Si vous avez un sac plastique à la maison, vous mettez votre garniture dedans, vous tournez ça bien, que ce soit bien serré, et puis vous coupez au bout et vous avez une poche. Hop, bien tassé, et après, une belle pression. C'est ça. Et zou dans les figues. Essayez de chasser l'air. Donc là, on est bien sur les fruits de saison, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette période-ci, fin d'été, début d'automne, on a une profusion de fruits, de légumes. Quelquefois, on ne sait pas où donner de la tête pour faire pour mettre dans les recettes. C'est plutôt la saison. Le risque est presque la surabondance. Voilà, donc là, elles sont suffisamment marquées. Donc ce que je vais faire, pareil, vous pouvez faire ça à la maison, pour juste finir de les chauffer. Et je vous en prie, n'hésitez pas à pénétrer à l'intérieur du théâtre des saveurs. Ne restez pas à l'extérieur. Ne restez pas entre deux eaux, entre le dedans et le dehors. Venez, il y a de la place sur les gradins. Et puis, in fine, il y aura quelques surprises tout à l'heure. Voilà, vous en avez pour les yeux, mais tout à l'heure, il y en aura aussi pour vos papilles, pour ceux qui seront à l'intérieur. On fera le décompte, on surveillera. Voilà, donc là, pour finir ma cuisson, je les ai mis sur du papier de cuisson, tout simplement, bien plié, pour arrêter qu'elles colorent. Puis on va les faire cuire comme ça, doucement, à l'étouffer. Voilà, la cuisine, c'est beaucoup de bidouilles quand on n'a pas le matériel, donc on s'adapte. Il y a toujours une solution, il faut juste être un petit peu inventif. Beaucoup d'adaptation, donc un petit peu de pratique, justement, pour pouvoir faire face à ces manques d'outils un peu spécifiques. Donc là, ça permet de contourner l'obstacle. Exactement. Alors, ce qu'on va faire aussi avec la purée de céleri tout à l'heure, c'est un essai, pareil, on n'a jamais fait. On a préparé pour pas perdre les branches du céleri qu'on a là. On les a mixées, on a récupéré toutes les feuilles, on les a mixées avec de l'eau froide. On a passé ça dans un chinois. Vous pouvez faire ça dans une passoire assez fine si possible. Une passoire fine. Voilà. Et ensuite, le jus qu'on a récupéré, on l'a fait légèrement chauffer et ça permet de faire remonter une écume qui est la chlorophylle en fait, la chlorophylle des feuilles. Et cette chlorophylle, on va la mettre dans notre purée pour avoir une purée verte. C'est un colorant complètement naturel. C'est assez puissant en général en coloration, donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Et donc voilà, là vous avez la chlorophylle pure. Et ça, c'est un super colorant en cuisine. Et tout à l'heure, vous nous disiez que vous vouliez avoir les céleris tout blancs, et puis paf, maintenant vous allez mettre du vert. C'est important, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient marronassent, pour pas avoir une purée. Si on met du marron avec du vert, on va avoir une moche purée. Ouais. Alors que si on a des céleris le plus blanc possible, et qu'on met du vert, on va certainement tirer sur un vert pomme, si on a de la chance. Si on n'a pas de chance, c'est pas grave. Ce sera bon quand même. Mais ça va faire une belle couleur dans l'assiette. Donc d'accord.
Et c'est important parfois de garder du blanc, même si c'est pas ce qu'on veut au final, tout simplement parce que c'est une couleur neutre et qu'on va pouvoir la travailler plus facilement. Je vais arrêter ça, sinon ça va être trop concentré. Alors, ici, ouais, ça commence à vraiment à devenir sirupeux. Est-ce qu'il y a une cuillère? Alors du beurre, du beurre de froment du Léon pour ce qui nous concerne présentement, hein, du beurre qui vient de passer en Ille-et-Vilaine, mais ça aurait pu être de Botton-Pinoire, mais il se trouve que vendredi matin, nos amis éleveuses ont fabriqué ce beurre à partir de crème de froment du Léon qui nous avait été apporté de Passé ou de chez Benoît Alain de Lannion. Un beurre très jaune qui est dû, je vous disais tout à l'heure, qui est dû au bêta-carotène que fixe admirablement bien la race froment du Léon, contrairement justement aux chèvres qui n'ont pas cette faculté physiologique de le faire. Eh bien, la froment du Léon, elle, fixe plus que toute autre race laitière, de vache laitière, le froment du Léon qui colore de ce fait cette production de beurre. Donc là, on voit les petites aubergines. Donc là, Pierre, le but du jeu, juste. c'est de mettre, faire fondre ce beurre pour mettre les figues. Ouais, alors sachant que ça va être très rapide, les figues là sont bien mûres. C'est encore un Le peu but c'est juste. d'avoir un beurre mousseux et comme on arroserait une viande un petit peu, de les nourrir un petit peu avec du gras. Ouais. On va encore Alors le laisser cuire beurre légèrement. mousseux, c'est quand ça fait de la mousse, Quand ça ça fait un mousse. peu de bulles. Voilà. On n'est pas dans le... C'est plus que le beurre fondu et c'est pas encore le beurre noisette. C'est ça. L'idée, c'est pas de donner un goût, c'est juste de venir apporter de la rondeur, apporter un petit peu de gras, parce qu'on aime bien ça. Hein. C'est vrai. Je suis désolé si vous m'entendez pas bien, mais on a peut-être trop Si, parlé je pense pendant ces que, 3 jours. On t'entend bien, me semble-t-il. J'ai un retour qui me semble Positif. bon. Sinon, vous criez en disant on comprend rien plus Voilà, fort, c'est ça. ou je reprendrai les propos de Pierre. Alors, est-ce que c'est à point? C'est encore ça manque Ça manque un peu tout de petit un poil de cuisson. Ouais, on n'est pas très loin, mais ça va être un petit peu juste pour la transformer en purée. Donc là, on voit bien hein, le beurre mousseux, ça mousse. Voilà. Alors donc, il s'agit d'arroser gentiment les figues pour les colorer, pour les rendre un peu brillantes, pour les glacer. C'est ça. Ça c'est rapidement, les nourrir un petit peu. Effectivement. Voilà, juste pas trop, parce que sinon aussi le fromage, lui, fromage de chèvre qui sert de farce aux figues, va pas aimer une cuisson, une chauffe longue. trop importante. Le but du jeu n'est pas d'obtenir non plus un fromage fondu. Non, légèrement, quand même, voilà, légèrement tiède, c'est sympa, ça coule un petit peu dans la figue, ça c'est assez agréable. Ça c'est une recette que j'ai fait voilà, la dernière minute au barbecue à la maison. Et voilà, il y a une petite fille qui s'appelle Romane qui était là, qui a trouvé ça très bon. Et du coup elle m'a dit il faut que tu mettes ça dans ton restaurant. Je dis oui Romane, je vais mettre ça dans mon restaurant. Elle m'a dit je viendrai goûter ça chez toi. Donc voilà, c'est un petit hommage à Romane. Donc le restaurant, je vous rappelle, il va s'appeler L'Aménité. Il va se situer dans le quartier Decré. Donc ça sera très facile à trouver pour lorsque vous irez à Nantes ou si vous êtes nantais. Nantais au sens large du terme, toute l'agglomération bien sûr, j'inclus tout le monde. Ça va être bon pour aujourd'hui. Donc là, ça va être bon pour le céleri. On est un petit peu, peut-être encore un petit peu juste, mais ça va aller pour aujourd'hui. Donc là, on met le céleri, on ne met pas trop le lait. Par contre, le lait, on ne le jette pas. Vous pouvez le garder, vous pouvez faire d'autres recettes avec. Pourquoi pas faire des crêpes salées. Ça donnera un petit goût de céleri, ça peut être rigolo. Vous pouvez mettre ça peut-être dans des gâteaux salés ou autres. Ça va apporter du goût. Mais surtout, voilà, ça n'a pas d'intérêt de jeter ce lait. Il est tout à fait réutilisable. Vous allez avoir un lait qui a un joli goût de céleri et ça va être délicieux. Et là, il nous faut du beurre. Ah, du beurre. Alors, est-ce que tu as assez de beurre là? Oui. Oui, ça Ah oui, oui. Puis il y a une autre. Moi, j'aime bien une mettre du autre beurre plaquette. dans la purée.
Alors le céleri c'est déjà un peu rond, mais il y a quand même parfois un peu d'amertume. Donc le beurre ça va venir un petit peu casser tout ça. Il ne faut pas non plus en mettre de trop, sinon ça va avoir goût que de beurre. Surtout que là on a quand même des beurres assez concentrés. Voilà. Alors, si au blender, parfois au blender c'est un peu compliqué de faire les purées parce que le blender ça aime bien l'humidité. Ça peut pas se faire à la fourchette C'est pas comme un mixeur. On peut le faire à la fourchette. Le truc c'est que nous dans les restaurants on cherche toujours, à faire plus, la modernité veut plus qu'on vite. cherche des bouillons, des purées assez lisses. Bon, ça pourrait à ce moment-là être fait au mixeur plongeant. Ça pourrait être fait au mixeur plongeant. On peut faire ça au Thermomix pour ceux qui ont des Thermomix à la maison. Sincèrement, c'est l'idéal. C'est pas pour faire de la pub à Thermomix spécialement. En fait, le céleri, il veut pas se faire mixer. Si, ça va marcher. Il refuse, il veut pas coopérer. Voilà, si c'est un peu épais, ben justement, vous mettez un petit peu de lait. Faut pas mettre de trop. Sinon Ouais, est-ce vous que le allez risque, avoir- il n'est pas justement de faire une purée trop liquide? Il va falloir Exactement. après la faire évaporer le trop-plein de lait. Exactement, il faut faire attention. Et là, on a des céleris qui sont quand même assez denses. Les légumes d'Olivier, c'est des légumes Ah, les assez canailles. sauvages. Donc, du coup, ça supporte assez bien un petit peu plus de jus. Ce sont des céleris contrariants. Voilà. Alors après, le fait est que là aussi, on a fait des petites quantités. C'est toujours plus compliqué de mixer des purées quand vous avez des petites quantités. L'idéal quand vous faites de la purée, c'est qu'il y en ait beaucoup. Voilà, absolument. Le blender aussi, il travaillera mieux. Donc voilà, faut insister, on remue, on fait descendre les morceaux dans le fond et ça va finir par capituler. J'ai pas assez de quantité pour le Thermomix, c'est trop petit. Oh, ça va aller. On va remettre un petit peu de beurre. Le beurre, ça va permettre aussi non seulement d'apporter de la rondeur, mais d'émulsionner votre purée, ce qui va lui donner aussi une texture plus lisse. L'idée, c'est d'apporter du gras pour avoir cette texture émulsionnée. Donc, vous pouvez faire ça avec du beurre. Vous pouvez faire ça si vous avez encore, je sais pas, un peu de bouillon, un peu gras. Vous pouvez mettre du bouillon gras. Vous pouvez mettre un jus de poulet, voilà. Ouais, sauf que le risque, Ou de la c'est crème. d'altérer la couleur quand même, de Alors casser après, le oui, blanc. oui, sur le céleri, ça peut altérer la couleur, Hein, mais sur une purée de carottes ou autre, c'est pas un souci. Voilà, on va s'arrêter là. On n'a pas une purée aussi lisse que ce que je voulais, mais le goût sera là, il n'y a pas de souci, c'est ça qui est le plus important. Oh, mais là, Richard, on est directement concurrencé par les ébus de nos amis des machines extraordinaires. Donc on va attendre qu'ils avancent un tout petit peu. Donc là, je vais mettre ma chlorophylle à l'intérieur. Et puis, on va voir ça marche. Ça va être un Donc peu là, le but compliqué. du jeu, c'est obtenir une purée verte. Et ouais, mais ça va. Et si ça marche pas, c'est le cuisinier qui devient vert. Exact. C'est probable que ce soit un peu compliqué parce que, encore une fois, avec le blender, c'est moins simple. Donc, je vais rendre un petit peu liquide, je vais tricher.
Ouais, c'est vert. Le feu passe au vert. Voilà, on applaudit le cuisinier quand même parce que c'est. Ouf. Merci. Bravo. Voilà, donc là on a une très très jolie couleur vert pomme. Exactement ce On qu'on a eu voulait. chaud, hein. Et on a Voilà. eu peur. Donc là on a une jolie couleur vert Oui, pomme. c'est vert. Bravo. Donc ça c'est sympa, ça change un petit peu. Vous annoncez une purée de céleri, les gens ils ont une purée verte dans l'assiette. Donc vous le voyez à l'image. Donc voilà, et ça c'est rigolo. Les gens ils se demandent pourquoi c'est vert. Et vous avez un petit truc à raconter. Purée de céleri blanc devenue verte. Et tout ça avec du colorant naturel. Donc c'est ça qui est intéressant. Par la magie des feuilles du céleri. Exactement. Pas besoin de rajouter de produits bizarres ou chimiques. Vous pouvez tout à fait faire vos colorants vous-même à la maison. Ça prend pas très longtemps, très sincèrement. Nous, on n'avait jamais fait. On a fait le test tout à l'heure avec Pierre. Pierre, on en est Et où ça avec nous les a figues pris un quart d'heure. Les figues, elles ont été débarrassées. Là, on va débarrasser les aubergines aussi. Les aubergines plutôt, oui, ça ce sont les aubergines. Les figues sont dorées, les aubergines sont rôties. Voilà, super. Et maintenant, on va pouvoir passer Voilà. au dressage. Mes viandes sont là. Le porc blanc a été mis au four. Donc on voit qu'il a gardé, il est forcément un peu moins rosé que tout à l'heure parce qu'on l'a flashé, mais il reste Ouais, pas mais sec. quand même, il reste Il a une jolie reste couleur. rose, il reste juteux. Et elle est bien juteux parce qu'on l'a enfermé dans le Et papier. c'est vrai qu'on Donc, a on a une très jolie texture. Une très jolie texture. C'est globalement vraiment très peu joli. l'habitude de Produit, voir de la vraiment viande de magnifique. porc de cette nature, avec cette jutosité, cette coloration rose tendre. Je vais prendre des assiettes, s'il te plaît. Alors là, on va dresser ça dans les assiettes. Alors, c'est les assiettes du restaurant. Je vais rendre hommage à la personne qui les a faites, quand même, Alors ces vas-y, assiettes. dis-nous, parle-nous des assiettes. Donc, c'est Véronique Lessieux, qui est céramiste à l'atelier Fleurs d'Argile à Couéron. Donc, c'est des assiettes qui sont toutes faites à la main. Il n'y en a pas deux pareilles. Ça prend 15 jours, 3 semaines pour faire une assiette. Alors, elle n'en fait pas une par une, heureusement. Mais voilà, c'est un vrai travail d'artisan. Je pense que c'est l'esprit de la fête aussi que de mettre à l'honneur les artisans locaux. Donc c'était aussi l'idée du restaurant. C'était de se dire jusqu'où on peut aller dans le local. C'est ce qu'on a fait sur les assiettes. C'est un petit peu plus compliqué parfois pour les verres, les couverts. En tout cas pour un établissement de la taille du nôtre. Maintenant, des artisans couteliers à Nantes qui travaillent très bien. On va voir tout à Voilà, l'heure on va les couteaux, présenter les couteaux les couteaux d'Hervan. Evan Hatzenberger, qui Exactement. est coutelier à Nantes, coutelier artisan, qui fait des objets vraiment magnifiques. Vraiment On les magnifiques. mettra en parure avec les tables. Donc là, la partie finale de cette recette, ce carré de porc blanc de l'Ouest, cuisiné d'abord dans un premier temps, mais Richard récapitulera la recette tout à l'heure pour vous, mais aussi pour, après une réutilisation éventuelle, vous pourrez retrouver cette recette, mais toutes les recettes des 3 jours de cette fête de la vache nantaise, vous trouverez ça sur le site internet et sur le site Facebook, avec les images bien évidemment. Donc vous pourrez reproduire chez vous ces recettes, puisque l'objectif et le cahier des charges que nous avions, cahier des charges c'est un bien grand mot, mais l'objectif que nous avions donné à nos amis restaurateurs, c'était que tout ce qu'ils présentaient devant vous, devant nous, pouvait être refait à la maison, ce qui sera le cas, que vous pourrez vérifier chez vous. Alors c'est vrai qu'il y a eu ici pendant ces 3 jours des mises en place préalables, mais qui sont intégrées et que vous ferez à la maison, comme pour ce qui concerne ce carré de porc, une marinade dans un bouillon à base d'épices d'origine japonaise, mais que l'on trouve dans les épiceries fines, dans les magasins bio. Ensuite, la côte de porc, le carré de porc a été cuit au four à basse température, lentement. Vous pouvez demander à votre boucher charcutier de vous trancher les côtes, mais tout en gardant un peu de tenue entre elles, de bien les ficeler pour qu'elles ne perdent pas leur jus, pour les passer au four. Et après, vous les mettez dans du papier cuisson comme l'a fait Richard pour un dernier passage en chaleur. Voilà, on va essayer de garder nos côtes debout, ce qui n'est pas évident. Alors ça, pour les serveurs, c'est pas sympa du tout. Parce que ça tient pas très bien, donc on va tricher un peu.
C'est pas grave. Donc on va avec, les recouper, on va les laisser comme ça, c'est pas grave. des figues qui ont été farcies avec du fromage frais de chèvre Poitevine, fabriqué ici même avant-hier par Cécile Le Pape de la ferme de Cécile qui est installée à 2 pas d'ici au Coudray. Et puis là, il y a voilà, comme effectivement l'épaisseur de gras le permet, un petit coup de couteau pour que ça tienne bien sur la verticale. Les physalis, là. Alors, les physalis. Vous l'avez expliqué, on a fait le jus de physalis et on a fait revenir les physalis dans un bouillon. On a gardé volontairement, je vais montrer ça, on a gardé ne restez pas à l'extérieur, messieurs, dames, venez nous voir, restez pas dehors. Pareil, c'était un essai, on n'était pas très convaincus au début et au final c'est absolument magnifique, ça devient complètement translucide. Et là, on a un objet qui est vraiment absolument superbe. Donc là, on a nos petites physalis. Venez apprécier, découvrir la manière, une des innombrables manières c'est très très beau. On a une physalis de travailler le porc blanc de l'Ouest, une race porcine qui a failli disparaître dans les années 60-70 du fait de la pression de la production industrielle et de la demande des salaisonniers industriels qui voulaient absolument enlever le gras du porc alors que le porc blanc de l'Ouest est une race généreuse en gras, en bon gras. Et nous le verrons tout à l'heure par une spécialité typiquement locale du pays de Quimper et vous pourrez apprécier ce gras de porc blanc de l'Ouest. Voilà. Donc on va rajouter après c'est Pierre. Donc on a juste des poireaux crus. Alors ça c'est très très joli. Bon, des jeunes, voilà, des petits poireaux crus. Des petits poireaux crus qu'on a juste mis dans l'eau froide, très glacés. Comme ça ils prennent des formes un petit peu aléatoires. Émincés en julienne. Émincés en julienne, tout simplement. Ça donne quelque chose d'assez joli dans l'assiette. C'est fort en goût. C'est très aillé, du coup. Et ça, c'est vraiment très, très sympa. C'est facile à faire. Et c'est très, très bon. Le jus. Voilà, le jus. Alors, le jus, on est généreux, hein, parce que sinon, c'est quand même ça qui est bon. Dans la cuisine française, c'est important. Voilà, pardon. Donc là, on y va, on arrose bien notre viande, ça va la saler. On la met un petit peu autour de l'assiette. Voilà, pardon. Et on va terminer juste par quelques fleurs. Donc les fleurs, je vous ai dit, on a essayé de choisir des choses qui sont faciles à trouver. Donc là, on a tout simplement de l'ail, c'est de l'ail sauvage, ça pousse dans les jardins. Moi, j'en avais dans mon jardin avant, c'était apparu tout seul, et c'est les oiseaux qui ont dû, j'imagine, apporter ça. Et voilà, ça s'est reproduit, il y en avait partout dans le jardin. Pour ramasser ça, c'est absolument délicieux. Donc voilà, quelques petites fleurs autour. Si tu veux mettre les pierres pendant ce temps-là, va m'aider, il va mettre des feuilles d'oxalis. Donc ça, l'oxalis, vous en avez tous vu, c'est obligé. Il y en a dans tous les jardins en France. Ça ressemble au trèfle, sauf que la feuille, elle est en forme de cœur. Donc ça, voilà, à pas confondre avec le trèfle. Ça pousse tout seul, comme du chien-dent. Souvent, les gens, ils arrachent ça en pensant que c'est pas bon. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'oseille sauvage. Et du coup, ça a un petit goût très acidulé, c'est sympa. C'est assez joli en plus avec cette petite forme de cœur. Voilà, donc vous pouvez ramasser ça dans vos jardins, vous mettez ça dans l'assiette, vous pouvez mettre ça dans les desserts, c'est très bon. Et voilà, je pense qu'on a tout mis et tout fait. Voilà, on va peut-être mettre juste une assiette devant pour que vous puissiez venir la voir, parce que les couleurs ne sont pas forcément identiques. Donc si vous voulez voir la pure. Merci Pierre. Merci Pierre. Richard Cornet du futur restaurant L'Aménité, je vais y arriver, l'Aménité à Nantes. Merci à vous, bravo à eux. Bravo.